Donc, pour clôturer ce symposium, donc, nous avons l'honneur d'accueillir Boris Bergman à l'occasion de la publication donc, de ce magnifique livre que vous avez peut-être déjà vu, déjà acheté et déjà été signé par Boris. Déjà lu. Et déjà lu. En une nuit. Aussi, peut-être. Donc, cette magnifique édition des monts analogues de René Daumal, qui est publiée chez Gallimard. Donc, Boris Bergman, qui est né en 1992 et qui a donc à peine 30 ans, est déjà un auteur prolifique puisqu'il a déjà publié 5 romans, dont le dernier qui s'intitule Les corps insurgés, qui est paru chez Calman Levy en septembre 2020 et qui a reçu le prix Félix Fénéon. Et son roman, Le Déserteur, que tu avais publié en août 2016, attaque déjà la science-fiction un petit peu par la bande en faisant le récit d'un jeune hacker utilisé par l'armée pour programmer les drones dans la guerre contre le califat. Mais ce n'est pas sur ce roman dont tu vas nous parler, c'est d'un autre ouvrage de science-fiction que tu avais lu très jeune et qui est resté avec toi, qui ne t'a pas quitté depuis, un peu comme une inspiration fantomatique, qui s'intitule donc Les monts analogues, qui est initialement donc un ouvrage du poète et écrivain René Daumal, que vous connaissez peut-être parce qu'il était aussi co-auteur de la revue à inspiration surréaliste Le Grand Jeu. Donc, il a été rédigé entre 1939 et 1944 et publié de façon posthume. C'est un roman inachevé, c'est une des choses qui t'a plu, je crois. Bien sûr. À la fois une quête intérieure et une quête réelle vers un monde, donc le monde analogue, qui n'est pas toujours visible, qui disparaît parfois dans le paysage. C'est une aventure collective, un roman écologique avant l'heure, comme tu aimes le dire, et qui a inspiré de nombreux artistes, écrivains, mais pas seulement, aussi des scientifiques, et notamment le réalisateur du film Biosphère 2 que nous allons voir cet après-midi, Matt Ça, je sais pas. Wolf, merci, Matt Wolf, qui a donc dit qu'il avait été particulièrement inspiré par les monts analogues lors de la réalisation de ce film. Donc ce livre, ça a été l'occasion pour toi d'un dialogue avec de nombreux artistes dont tu vas nous parler, du réalisateur chilien Alessandro Jodorowsky à Philippe Parreno, qui a même fait une œuvre éponyme qui s'intitule Le Mont Analogue. Et en même temps que ta publication, donc vous pouvez aussi vous rendre au FRAC Ardennes, puisque donc il y a cette exposition que tu présentes en ce moment, qui est jusqu'au 23 décembre 2001. Je vous conseille d'aller voir cette magnifique exposition qui rassemble non seulement des œuvres d'artistes contemporains, mais aussi des archives qui sont présentes. Donc voilà, je te laisse la parole et je te remercie beaucoup pour cette future intervention. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Il peut être étonnant dans un colloque sur la science-fiction de parler du mont analogue. En effet, c'est un livre qui est d'habitude classé en ce qu'on appelle en littérature générale. L'histoire commence dans les rues de Paris, un Paris qui n'a rien de science-fictionnel, au contraire, un Paris très commun. Et pourtant, on va partir en quête d'un monde mystérieux, avec des règles nouvelles. Et pour ça, va se mettre en place une expédition vers ce monde impossible. Donc le mont analogue, c'est une histoire assez simple. C'est l'histoire d'un jeune alpiniste qui est persuadé de l'existence de cette montagne invisible, à la base invisible, mais au sommet, lui, atteignable. Et en fait, cette montagne est un accès direct entre notre terre, notre réel, et le ciel et tout ce qui nous dépasse. Et il est persuadé de l'existence de cette montagne et il va mettre en place une espèce de communauté, de communauté de croyants menée par le professeur Sogol. Et il va partir en quête de cette montagne, du mont analogue. Donc, comme le disait Flora, pour moi, c'est un livre extrêmement important. Je l'ai découvert, j'avais 15 ans. Et tout de suite, j'ai été touché par sa poésie. On a l'impression d'être face à une sorte de conte pour enfants. Et finalement, avec une langue très simple, Daumal nous donne accès vers un monde mystérieux et vers une quête aussi qui peut être à la fois physique, la quête de cette montagne, grimper jusqu'au sommet, mais aussi une quête intérieure. Et j'ai lu en fait
j'ai lu et relu Le Monde Analogue, et à chaque fois, je trouvais un nouvel aspect dans ce livre, poétique, politique, écologique, économique. Et donc, c'est vraiment un livre avec une forme de devenir infini. Et j'ai commencé à être fasciné par Daumal. Et ça s'est traduit par, j'allais dire, non pas une étude, mais presque une enquête. Et la première partie de cette enquête, ça a été de trouver des traces sur Daumal. Et trouver des traces sur Daumal, je suis allé dans des bibliothèques, la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, l'IMEC, mais aussi dans des musées, le musée d'art moderne à Paris, etc., ou le musée des Beaux-Arts à Reims, pour essayer de chercher comme des indices de cette présence daumalienne. Et j'ai également eu la chance d'avoir accès aux archives familiales pour retrouver des photos, des images, des manuscrits. Donc ça a été la première partie de l'enquête presque biographique du Mont Analogue. L'autre partie, et c'est là où ce livre est extrêmement intéressant, c'est que Daumal meurt avant d'achever le Mont Analogue. Il nous laisse, nous lecteurs, en plein milieu de l'ascension. Et cet inachevé va être non pas une forme de manque, d'incomplétude, de faille au récit. Cet inachevé va permettre à toute une génération, à plusieurs générations d'artistes, de s'emparer du Mont Analogue et de l'utiliser comme une espèce de source, une influence, une inspiration. Et j'ai voulu rencontrer, alors ça a été impossible de tous les rencontrer, parce que même durant ces quelques jours à Arles, j'ai rencontré de nouveaux artistes qui m'ont parlé du Mont Analogue, de leur lecture intime, donc on est à chaque fois plus nombreux, tant mieux. Et j'ai essayé d'en rencontrer certains, comme Philippe Parreno, comme Alejandro Jodorowsky, comme Patti Smith aussi, mais aussi comme des jeunes artistes qui se sont vraiment emparés de ce récit. Et cette enquête a mené à deux choses. L'exposition au FRAC, dont parlait Flora, au Fonds régional d'art contemporain Champagne-Ardenne à Reims, que vous pouvez voir jusqu'au 23 décembre. Et comme un prolongement, ce livre, chez Gallimard, éditeur historique de Daumal. Et d'ailleurs, je remercie sincèrement le soutien de la Fondation Louma qui m'a permis de le réaliser. Et ce livre réunit pour la première fois le texte original et toutes ces traces, toutes ces preuves recueillies et aussi toutes ces visions analogues des artistes qui ont aimé Daumal et qui donnent à la fois à la montagne et à la fois au roman une portée infinie. Donc avant de vous parler vraiment du Mont Analogue, je voulais vous montrer. Alors là, c'est un très beau portrait de Daumal par son ami Joseph Sima. Joseph Sima était le directeur artistique de la revue du Grand Jeu. Et donc, avant de vous parler du Mont Analogue, j'avais envie de vous parler un peu de Daumal, parce que Daumal n'est pas forcément un des auteurs les plus connus. Il a un peu un statut comme ça, culte dans certaines contre-cultures. Mais je voulais un peu revenir. Donc, on le voit assis là sur cette très belle photo de Daumal encore étudiant au lycée à Reims. Et voilà, autre photo que j'adore. Là, vous avez Daumal et son meilleur ami, son meilleur allié, Roger Gilbert Lecomte, qui l'assassine pour rire, a rajouté le photographe. Donc, je voulais vous lire un petit passage pour vous présenter un peu René Daumal. René Daumal prend peu de place dans l'histoire littéraire. À peine quelques lignes. Un parcours de vie aux sentences lapidaires. 16 mars 1908, naissance à Boulzicourt, petit village des Ardennes. Collège à Charleville-Mézières, résonance rimbaldienne. Lycée à Reims, rencontre décisive avec d'autres jeunes gens tentés par l'expérimentation et le dépassement des limites a priori du réel. Amitié adolescente absolue. En premier lieu, Roger Gilbert Lecomte, allié, double, frère. Drogue pour mettre à mal la conscience. Jeu et dérive. Expérience à la marge. Écriture. Certitude d'être différent. De n'obéir à rien d'autre qu'à leur propre loi. Cette singularité engendre une force, une confiance en apparence inébranlable. Formation d'un clan, les frères simplistes. Départ pour Paris. Études à Henri IV. Manque normal sup à cause d'un accident de balançoire la veille du concours.
Été 1927, découverte de l'alpinisme et de l'émerveillement que la poursuite des hauteurs procure. Fin de l'année, le clan devient un groupe, le Grand Jeu, à la revue éponyme et aux ambitions radicales, poétiques et révolutionnaires. Amitié avec des artistes comme le peintre tchèque Josef Sima, le dessinateur Maurice Henry ou le photographe Arthur Arfo. Tentative infructueuse d'André Breton de ramener dans le droit chemin surréaliste ces jeunes gens bien trop libres à son goût. Rencontre Alexandre de Salzmann en 1930 qui l'initie à la pensée de Gurdjieff. Explosion du Grand Jeu avant la publication d'un numéro 4. Éclatement des alliances adolescentes qui semblaient éternelles. Quête spirituelle, palliatif à l'échec du Grand Jeu. Son intérêt pour l'Inde et le sanskrit le mettent sur le chemin du danseur indien Uday Shankar, dont il devient l'attaché de presse. Voyage aux États-Unis avec la troupe de ce dernier. Premier recueil de poésie Le Contre-ciel en 1936. Premier roman La Grande Beuverie en 1939. Grand dénuement et santé de plus en plus fragile. Commence le mont analogue. Sa femme, Vera Domal, née Milanova en Russie, est juive, ce qui oblige le couple à vivre en exil. Retour malgré tout à Paris à l'automne 1943, meurt de la tuberculose le 21 mai 1944, avant d'avoir pu achever son mont analogue. Donc voilà, on voit qu'on est vraiment dans une vie fulgurante, 36 ans, et pourtant tellement de choses. Donc je vais revenir sur trois points qui m'ont fasciné chez le jeune René Daumal. Le premier, c'est le grand jeu. Le grand jeu est extrêmement important, on a appelé ça a posteriori une avant-garde, on a appelé ça un mouvement parasurréaliste, mais en fait c'est bien plus que ça. C'est d'abord une expérience collective. Et cette expérience collective, elle a pour but de mettre à mal les limites de la société, du réel, de la conscience. Et pour ça, Daumal va prendre de la drogue, non pas comme pour se défoncer, mais vraiment comme un objet d'étude. Il a vraiment un aspect scientifique, il veut aller au bout. Et malheureusement, de ces expériences vont naître une santé très fragile. Donc c'est cette expérience du grand jeu extrêmement intéressante parce qu'elle a été dans l'ombre des surréalistes. Le grand jeu, c'était des jeunes gens de province qui n'appartenaient pas au cercle bourgeois parisien, etc. et qui étaient beaucoup plus punk. Ça, c'est ce que dit Patti Smith dans son intro, mais en tout cas beaucoup plus radicaux, beaucoup plus révolutionnaires. Et ils avaient une forme d'intransigeance. Et en fait, dans le grand jeu, il y a ces deux personnages, René Daumal, Roger Gilbert Lecomte. Et Gilbert Lecomte va s'enfoncer peu à peu dans la drogue. Et on n'est plus là dans l'expérience, on est malheureusement dans la dépendance. Et pour échapper à ça, Daumal va trouver deux palliatifs. Et l'un des premiers palliatifs, c'est la montagne. Normalement. Alors là, vous avez une très belle photo que j'ai retrouvée dans les archives. Il y en a peut-être une avant. C'est pas celle-là. Voilà. Là, vous avez Daumal assis. Vous voyez le style à l'époque des gens qui faisaient de l'alpinisme, c'est quand même autre chose. et donc, le rapport à la montagne est très intéressant chez Daumal, parce que la montagne n'est pas seulement symbolique. C'est pas seulement une ascension spirituelle. Daumal était un vrai alpiniste. Il connaissait la montagne. Il était obsédé par les sommets. Et il faut imaginer un jeune homme de 30 ans, les poumons explosés par la tuberculose, et qui, malgré ça, malgré sa santé défectueuse, presque contre sa propre nature, va partir en quête des sommets et va vouloir aller toujours plus haut. Donc pour lui, l'alpinisme est vraiment une obsession réelle. Et l'autre palliatif en fait à cet échec des aventures du grand jeu, alors là j'aime beaucoup cette photo où on voit Daumal juste ici sur les sommets cette fois, et où là encore une fois très bien habillé dans sa poursuite des hauteurs. Et l'autre palliatif aux échecs du grand jeu, c'est l'Inde. Daumal est une personne fascinante qui va apprendre tout seul le sanskrit, à tel point qu'il va critiquer les vieilles traductions sanskrites du 19e siècle, il va tout réécrire, mais de manière complètement autodidacte, et il va s'intéresser aux danses sacrées, au yoga, à la culture zen, et devenir un vrai savant de cette pensée. Et en fait,
on peut passer ensuite au monde analogue. Dans le monde analogue, il va mêler ces deux passions, à la fois celle de la montagne, cette poursuite des hauteurs, ce dépassement, cette obsession de la montée, mais aussi de la descente. Domal dit cette phrase très belle, le bas ne connaît pas le haut, lui, connaît le bas, donc c'est quand même assez drôle. Et il va mêler à la fois donc, cette poursuite des hauteurs avec une pensée mystique et la quête de soi-même qu'on peut retrouver dans son étude du sanskrit et de l'Inde. Alors ça, par exemple, c'est un manuscrit inédit que j'ai eu la chance de retrouver de la main de René Domal. On voyait qu'il avait une maîtrise extrêmement impressionnante du sanskrit. Et ça, c'était Uday Shankar, le danseur pour qui Domal travaillait, et qui était aussi, pour la petite histoire, le grand frère de Ravi Shankar. Donc, et quelques années plus tard, Ravi Shankar jouera avec les Beatles, et les Beatles liront le monde analogue. Donc on a comme ça des formes de cercles assez intéressants. Donc voilà pour Domal. Maintenant, le monde analogue. Donc, comme je vous l'ai dit, l'histoire est assez simple. On est sur une quête, un roman d'initiation, une espèce d'expédition qui se met en place vers ce monde imaginaire et invisible. Et il y a deux choses, moi, qui m'ont fasciné dans ce livre. La première, c'est l'inachevé. L'inachevé, comme n'est pas un manque, n'est pas une incomplétude du récit. D'ailleurs, Patti Smith le dit dans sa préface, quand elle a découvert le monde analogue pour la première fois, elle s'est dit qu'il y avait eu un problème d'impression dans son livre. Elle s'est dit, mais pourquoi ça s'arrête maintenant et il faut que j'aille en racheter un. Mais en fait, pas du tout. Domal nous laisse au milieu de l'ascension, au moment où le nouveau monde du monde analogue laisse avoir ses nouvelles espèces, ses nouvelles règles, etc. Et en fait, cet inachevé, et d'ailleurs, l'inachevé a été très longtemps condamné parce que la première édition du monde analogue, c'est en 1952 chez Gallimard. Et la dernière phrase ne se terminait pas, en tout cas était laissée en suspens par une virgule. Et l'éditeur de chez Gallimard de l'époque a transformé la virgule en point, comme s'il fallait absolument clore le monde analogue, mais ce qui est presque un contresens. Au contraire, il faut le laisser ouvert. Et cet inachevé, cet inachèvement, a permis à de nombreux artistes de s'emparer de ce texte et d'en faire une sorte de passage secret vers la création et de s'en inspirer. Et c'est assez intéressant de voir la filiation du livre, c'est que Domal a été oublié dans l'après-guerre en France, et très vite, il est traduit aux États-Unis, dès la fin des années 50, et le livre aux États-Unis va avoir énormément de succès. Il va devenir une espèce de symbole New Age de la scène hippie. Et donc Domal, par exemple, vous pouvez trouver des cafés en Californie qui s'appellent de Mount Analog, comme si c'était une espèce d'objet culte. Et donc Domal va avoir cette espèce de postérité hors de ses frontières. Et par exemple, à New York, un petit éditeur qui s'appelait Hanuman Books, un éditeur mythique de livres en petit format, va traduire les textes de Domal. Et il va les mettre à côté des textes de la Beat Generation. Et donc Domal va être presque vu comme un précurseur de la Beat Generation et de tout ce courant de pensée aux États-Unis. Et c'est comme ça que des gens comme Patti Smith découvrent le livre par hasard et s'en emparent. Autre filiation assez intéressante, c'est en Italie, par exemple. En Italie, le livre va être traduit au début des années 60. Et là, ça va être très différent. On va tomber... le livre va avoir énormément de succès aussi pour sa mystique. Et il va être énormément repris par les musiciens de musique expérimentale. Donc il y a énormément de musiciens expérimentaux en Italie qui ont fait des monts analogues sonores. Donc c'est assez fou de voir à quel point ce livre inachevé, et d'ailleurs on a essayé de retrouver des documents, de retracer le plan de travail de Domal pour savoir où est-ce qu'il voulait nous mener. Et ce livre inachevé a eu une sorte de filiation extraordinaire, d'abord hors de ses frontières, et depuis quelques années, il a été repris par des artistes français et par la scène française. Alors là, vous voyez par exemple Philippe Parreno, Philippe, donc, que j'ai interviewé, qui est l'un des entretiens dans le livre, voulait absolument adapter le monde analogue au cinéma. Et c'est vrai que l'histoire est géniale, une montagne invisible, un accès, une expédition, il y a quelque chose de l'aventure. Et finalement, le projet se casse la gueule. Et en fait, dans cet échec, et c'est ce que racontait Philippe, c'est que cet échec n'a pas été une fin,
mais au contraire, cet inachevé du projet a mis son projet à lui, son monde analogue à lui, au même niveau que celui de Domal. Et il s'est rendu compte en fait que le monde analogue existe. Il suffit pour ça, et je reprends ce que disait Jonas dans sa réponse, parfois une réalité fictive existe, il suffit pour ça d'en parler, il suffit pour ça de la faire vivre dans un partage. Et donc Philippe a adapté le monde analogue comme un code lumineux et a transformé ce texte en une espèce de film complètement qui éblouit. Et voilà, vous pouvez voir quelques... Ça, c'est l'exposition à Reims. Et donc voilà, donc cet inachevé a permis au texte d'avoir été presque une source pour de nombreux artistes. Et le deuxième aspect sur lequel je terminerai un peu cette présentation rapide du monde analogue, parce qu'il y a évidemment plein d'autres aspects à découvrir. Ce deuxième aspect, pour moi, il est dans une phrase très importante qui est au cœur du texte et qui est pour moi presque la clé de voûte du monde analogue. Du fait que nous sommes deux, tout change. La tâche ne devient pas 2 fois plus facile, non, d'impossible, elle devient possible. Et en fait, voilà, c'est le moment où le jeune alpiniste rencontre quelqu'un qui lui aussi croit en l'existence du monde analogue, et c'est vraiment... Domal décrit la possibilité d'une communauté, d'un collectif. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment, ça plaît à mon avis à de nombreux artistes, c'est qu'on a, peut-être qu'après l'échec du grand jeu, de ces premières alliances adolescentes, Domal remet la possibilité d'un collectif. On ne peut pas découvrir le monde analogue tout seul. On ne peut pas monter sur son sommet sans l'aide d'autres personnes. Et donc ça commence par une croyance en l'autre. Et donc peut-être que croire en l'existence du monde analogue, c'est d'abord croire en l'autre et se rendre compte qu'on peut créer ensemble. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire une exposition. Pour moi, c'était une première expérience en tant que commissaire. Je viens d'une pratique d'écriture qui est plutôt solitaire. Et là, j'avais envie de réunir et de tenter une pratique plus collective. Et donc peut-être de donner naissance à un monde analogue. Là, vous voyez par exemple un jeune peintre belge qui a repris les dessins de Domal et qui les a fait en peinture. Et là, le petit coin, ma petite chapelle pro-Domal dans l'exposition. Donc voilà, du fait que nous sommes deux, tout change, l'impossible devient possible. Donc c'est pour moi les 2 clés de ce livre qui est pour moi un livre magique. Et je terminerai cette présentation par un petit poème très court. Et j'ai eu la chance de retrouver ce poème dans des papiers. Il était un peu égaré au fin fond des archives de Domal. Et j'ai voulu le mettre en ouverture du livre, car pour moi, il est d'une beauté et d'une grande poésie. Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Je n'ai pas le désir parce que je crois posséder. Je crois posséder parce que je n'essaye pas de donner. Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaye de se donner. Essayant de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire devenir. Désirant devenir, on vit. René Domal, mai 1943. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions à Boris Bergman après ce magnifique... Parce qu'en fait, on a un peu envie que ça termine comme que ce symposium termine comme le livre, c'est-à-dire un peu comme une phrase inachevée et que ça laisse des potentiels incroyables à l'imaginaire. Sinon, on peut se poser des questions dans les jardins de Louma. Oui, sinon on peut se poser des questions dans les jardins de Louma, ce qui est très sympa aussi. Et donc, non mais vraiment merci pour cette magnifique manière de montrer, qui vraiment en fait représente quelque chose qui est important dans ce symposium, qui est comment est-ce que des thématiques différentes, comment est-ce que des problématiques vont infuser le travail des artistes et comment est-ce que leur travail ne se construit pas tout seul et se construit surtout pas que en référence à d'autres artistes. Il y a des champs extraordinairement larges qui nourrissent le travail des artistes qu'on propose ici. Et donc c'est vraiment l'un des objectifs de ce cycle de conférences. Flora, tu voulais dire un mot ? Oui, je me demandais si vous pouviez
Si vous pouviez expliquer un tout petit peu plus le rapport de René Daumal avec l'écologie. L'écologie, oui. Alors c'est l'une des filiations. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres et que j'ai pas tout. Mais c'est vrai que l'une des filiations, on a dit que Le Mont Analogue était l'un des romans précurseurs en matière d'écologie, puisque, par exemple, Daumal invente le steak végétal. Puisque les alpinistes du Mont Analogue vont se nourrir, il n'y a pas de bœufs sur le Mont Analogue, donc ils vont trouver certaines manières de créer, ils ne l'appellent pas comme ça, mais c'est assez intéressant. Et en fait, il y a une scène aussi très importante, c'est un alpiniste qui tue par erreur un rat. Et ce rat avait une importance fondamentale puisqu'il tuait lui-même des guêpes vénéneuses. Et donc, avec la mort du rat, toute la chaîne naturelle, tout l'écosystème du Mont Analogue est bouleversé. Et donc on a vu, est bouleversé par qui? Par l'homme, bouleversé par cette présence humaine qui vient déranger les règles du Mont Analogue. Donc de nombreux scientifiques ont aimé ce livre et s'en sont servis, ou en tout cas l'ont lu, et ont vu voilà, une espèce d'écologisme avant l'heure, ou en tout cas de pensée écologique assez précurseur. Voilà. Merci beaucoup. Ne tuez pas les rats. Bon. Oui, bien sûr. Je pense que cet après-midi, vous avez programmé un film. Je voulais juste peut-être indiquer la relation entre le Mont Analogue et donc de René Daumal et ce film qui est un documentaire sur la Biosphère 2. Biosphère 2 qui est un projet qui a été conçu par John Allen surtout, avec le support, avec le soutien d'un milliardaire texan qui s'appelle Bill. Je le connais que sous le nom de Bill, parce que je l'ai rencontré qu'une fois. John Allen, en tout cas aussi, qui a une galerie à Londres, et qui montre beaucoup de choses qui sont reliées à la science-fiction. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le groupe qui a imaginé la Biosphère 2 s'est basé vraiment sur les écrits de Daumal. Et avant d'avoir la Biosphère, ils ont également créé une troupe de théâtre, et qui serait intéressant de peut-être rechercher. Cette troupe-là faisait des choses vraiment complètement folles pour l'époque, aux États-Unis. Voilà, c'est juste pour montrer cette liaison. Et je ne sais pas, Boris, si tu as un peu étudié ou si tu as déjà vu ce documentaire. Je ne l'ai pas vu, mais je vais aller le voir tout à l'heure. Qui n'est pas complètement inspiré, mais qui est plutôt une description. Il est vraiment documentaire sur le projet de la biosphère. Oui, ça montre encore une fois ce que le Mont Analogue peut provoquer dans tous les extrêmes, en fait. Et c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci encore pour tout. Merci pour ces journées. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Vraiment, je tiens à remercier la régie, les équipes techniques, la communication qui ont fait un travail formidable. Bien sûr, en premier lieu, nos intervenants pour la générosité de leurs interventions. Et puis, évidemment, dans les équipes, Diana Xirian, Claire Charrier, qui nous ont aidés à mettre en place ce projet, ainsi évidemment que Maya pour son soutien et de nous permettre de faire des projets aussi ambitieux et excitants. Une fois de plus, bonne journée et merci pour tout. On se retrouve, pour ceux qui le veulent, pour le film, donc à 15h. Les gens viendront comme ils le veulent. Et il y aura la signature de la bibliothèque est en feu. Donc là, vous avez une feuille qui a circulé, sur laquelle voilà, vous devez vous inscrire, puisque c'est des places limitées et qui sera une demi-heure avant. Merci encore.